Bonjour, l'objectif pour cette vidéo, c'est déterminer le vecteur champ électrostatique et le potentiel électrostatique créé par un disque uniformément chargé en un point de son axe. Je vous rappelle que dans des vidéos précédentes, on a déterminé le vecteur champ électrostatique créé par une spire circulaire et uniformément chargée en un point de son axe. Je vous rappelle aussi qu'un tel vecteur champ électrostatique a été déterminé par différentes méthodes. En effet, on a déterminé ce vecteur champ électrostatique par calcul direct sans tenir compte de la symétrie de la distribution de charge. Puis, on l'a déterminé tout en tenant compte de la symétrie que porte cette spire chargée. Et dans une troisième occasion, on a déterminé ce vecteur champ électrostatique à travers la relation E égale à moins grade de V. C'est-à-dire, on a déterminé le potentiel électrostatique créé par cette spire chargée, puis on a déduit l'expression du vecteur champ électrostatique à travers la relation E égale à moins grade de V. De la même manière, le vecteur champ électrostatique créé par un disque uniformément chargé en un point de son axe peut être déterminé par ces différentes méthodes. Et je vous rappelle que dans une précédente vidéo, on l'a déjà déterminé par calcul direct après avoir fait l'étude de symétrie pour ce disque chargé. Mais l'objectif pour cette vidéo, c'est déterminer aussi le vecteur champ électrostatique, mais à travers la relation E égale à moins grade de V. C'est-à-dire, cette vidéo comporte deux parties. Dans la première partie, on va déterminer le potentiel électrostatique créé par ce disque chargé en un point M de l'axe Z. Puis, en appliquant la relation E égale à moins grade de V, on va pouvoir déterminer le vecteur champ électrostatique créé par cette distribution de charge au même point M de l'axe des Z. Bien, on considère maintenant un disque d'orient R et d'axe OZ. Ce disque est uniformément chargé avec la densité surfacique de charge sigma que je suppose positive. Maintenant, pour déterminer le potentiel créé par ce disque en un point M de l'axe des Z, la procédure, comme on a vu dans une vidéo précédente, est toujours la même. L'idée, c'est de prendre une toute petite partie de la distribution de charge. Cette toute petite partie centrée au point P occupe ou bien porte une charge élémentaire dQ. Cette charge élémentaire est tellement petite qu'on peut l'assimiler comme si c'était une charge ponctuelle. Et considérée comme une charge ponctuelle, alors le potentiel élémentaire qu'elle va créer va avoir l'expression d'un potentiel créé par une charge ponctuelle. Il vient alors que le potentiel élémentaire que va créer cette charge élémentaire au point M, dV de M s'écrit dQ sur 4π epsilon 0, 1 sur Pm, avec dQ est la valeur de la charge élémentaire, P est la position où est centrée la charge élémentaire, et M est la position où on cherche le potentiel élémentaire créé par cette charge élémentaire. Maintenant, étant une densité surfacique de charge, alors la charge élémentaire dQ va s'écrire sigma fois ds, avec sigma est la densité surfacique de charge et ds est une surface ou bien la surface élémentaire occupée par la charge élémentaire dQ. Maintenant, dans notre cas, ds est une surface élémentaire pour un disque. Or, une surface élémentaire pour un disque va s'écrire le produit de ce côté fois le produit de ce côté. Ce côté n'est autre que dρ et ce côté, c'est un arc d'angle dφ et de rayon ρ, donc c'est ρ dφ. Il vient alors que ds s'écrit ρ fois dρ fois dφ, soit alors dQ égale sigma fois ρ fois dρ fois dφ. Le vecteur Pm s'écrit en intercalant le point O
PM égale PO plus OM. Le vecteur OM égale ZUZ et le vecteur PO égale à moins ρ URO avec URO et le vecteur de la base cylindrique URO UFU UZ. Soit alors PM, la norme du vecteur PM ou bien la distance PM égale la racine carrée de ρ carré plus Z carré. Revenons maintenant à det V de M et remplaçant chaque terme par son expression, on trouve ce résultat où on a remplacé det Q par sigma fois ρ fois d ρ fois d phi et on a remplacé la distance PM ou bien la norme du vecteur PM par la racine carrée de ρ carré plus Z carré. Pour déterminer le potentiel créé par tout le disque chargé au point M, il faut sommer sur tous les potentiels élémentaires det V de M. Sommer sur tous les potentiels élémentaires revient à faire l'intégrale. Ici, on a une intégrale double puisqu'on a deux variables d'intégration, ρ et phi. Et c'est normal puisqu'on a une densité surfacique de charge. Alors, pour tenir compte de toute la distribution de charge, il faut que phi varie entre 0 et 2π. Et il faut donc phi varie entre 0 et 2π et il faut que ρ varie entre 0 et grand R. Donc ici, dans cette intégrale, on a sigma sur 4π epsilon 0 est une constante, elle va quitter l'intégrale. Phi varie entre 0 et 2π, c'est ce qu'on a écrit ici. Et ρ, on a dit que doit varier entre 0 et grand R. Là. Réécrivons ce terme ici. Alors maintenant, on a l'intégrale de 0 à 2π det phi va donner 2π. Et l'intégrale de 0 à grand R ρ sur la racine carrée de ρ carré plus Z carré n'est autre que la racine carrée de ρ carré plus Z carré entre 0 et grand R. V de M s'écrit alors sigma fois 2π sur 4π epsilon 0 fois la racine carrée de ρ carré plus Z carré entre 0 et grand R. Et pour vérifier ce résultat, il suffit de le dériver. Vous allez trouver ce terme. Simplifions les 2π ici. Remplaçons ρ par R et par 0. Ça va donner sigma sur 2 epsilon 0 fois la racine carrée de. Donc ρ par R, ça donne racine carrée de R carré plus Z carré. Et en remplaçant ρ par 0, ça donne la racine carrée de Z carré n'est autre que valeur absolue de Z. Donc, on peut écrire V avec cette expression, comme on peut l'écrire sans valeur absolue de la façon suivante. Donc, pour Z positive, valeur absolue de Z égale à Z, donc V de M égale sigma sur 2 epsilon 0, la racine carrée de R carré plus Z carré moins Z. Et pour Z négative, valeur absolue de Z égale à moins Z moins, ça donne 1 plus. Et ça donne ce résultat. Maintenant, pour déterminer le vecteur champ électrostatique, il suffit d'appliquer l'opérateur gradient sur cette fonction et affecter le signe moins. E égale à moins grade de V. Mais l'opérateur gradient, bien le vecteur gradient, a les composantes suivantes dans le système de coordonnées cylindriques. Donc les composantes du vecteur gradient dans le système de coordonnées cylindriques sont dérivée partielle par rapport à ρ, ainsi ρ dérivée partielle par rapport à phi et dérivée partielle par rapport à z. C'est-à-dire si on va appliquer une fonction v en coordonnées cylindriques, donc elle dépend dans le cas général de ρ, phi et z, on doit dériver ou bien faire la dérivée partielle par rapport à ρ de cette fonction. Cette composante sera parallèle à ρ. La composante parallèle à phi, c'est 1 sur ρ dérivée partielle par rapport à phi de notre fonction. Et la composante parallèle à z s'obtient en dérivant par rapport à z, c'est une dérivée partielle. Dans notre cas, le potentiel V de M, comme le montre cette expression, ne dépend pas de ρ. Et on n'a pas un phi, ça, il ne dépend pas aussi de phi. Par contre, il dépend de z, donc il dépend uniquement de z. Ceci veut dire que le vecteur champ électrostatique est égal à moins grade de V. Il a les composantes ρ
E phi EZ avec ρ, c'est moins la dérivée de V par rapport à ρ, c'est une dérivée partielle par rapport à ρ, mais V ne dépend pas de ρ, donc ça donne un 0. E phi, c'est moins un 0 dérivée partielle de V, le potentiel électrostatique par rapport à phi, c'est une dérivée partielle, mais V ne dépend pas de phi, donc il dépend que de Z, et le résultat c'est 0. Et EZ s'obtient en faisant la dérivée de V par rapport à Z, et V dépend bien de Z. Donc la seule composante non nulle, ça sera celle-là. Alors passons à ce calcul. Donc EZ s'obtient en faisant cette dérivée avec V, le potentiel électrostatique qu'on arrive de trouver à cette expression. Il est défini par intervalle, donc on va dériver chaque intervalle. Dans chaque intervalle, on va utiliser l'expression adéquate. Donc pour Z, en commençant par Z positive, pour Z positive, E de Z égale moins la dérivée de V par rapport à Z, donc on doit dériver cette expression. Moins la dérivée par rapport à Z de cette expression, dérivée de la racine carrée de L carré plus Z carré par rapport à Z, ça donne Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré. Et la dérivée de Z, ça donne un 1. Pour Z négative, on doit dériver cette expression et ça donne presque le même résultat, mais au lieu d'avoir un plus 1, on a au lieu d'avoir un moins 1, on a un plus 1. On peut écrire E de cette manière, comme on peut combiner entre ces deux expressions, et écrivons E de Z de la façon suivante. Alors c'est sigma sur 2 epsilon 0, Z sur la valeur absolue de Z moins Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré. Car en effet, pour Z positive, la valeur absolue de Z c'est Z, et Z sur Z ça donne un 1. Donc pour Z positive, on a sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 moins Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré. Exactement, c'est cette expression. Mais ici, on a le signe moins. Si on fait rentrer le signe moins à l'intérieur des parenthèses, ça donne sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 moins Z sur racine carrée de L carré plus Z carré. Et pour Z négative, valeur absolue de Z, c'est moins Z. Z sur moins Z, c'est moins 1. Donc, on a moins 1 moins Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré. Le moins peut quitter les parenthèses, donc il va être mis en facteur. Et ça devient moins sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 plus Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré, qui n'est autre que cette expression. En définitive, E égale à EZ, UZ, puisque euro égale à 0 et E phi égale à 0, égale alors sigma sur 2 epsilon 0 fois Z sur la valeur absolue de Z moins Z sur la racine carrée de L carré plus Z carré U de Z. Et vous remarquez bien qu'un tel résultat a été déjà atteint lorsqu'on a calculé E par la méthode du calcul direct et sans faisant intervenir le potentiel électrostatique. Alors je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.